Comment ça marche? Ah bah, alors, c'est finalement, relativement, simple à partir du moment où on a l'habitude, l'expérience et les compétences pour le faire. Ça démarre souvent par des séries d'entretiens. En amont de ça, il y a un périmètre, de fonction, enfin de prise de mission, du périmètre, qu'on va mettre en conformité, par étape, par priorité quelquefois. Ensuite, il y a des entretiens qui vont permettre d'identifier, dans les pratiques vraiment opérationnelles de l'entreprise, comment les données sont collectées, traitées, transférées et cetera. Quelles sont les mesures de sécurité existantes, quelles sont celles qui vont devoir être envisagées à plus ou moins court terme. Il y a bien sûr, un travail d'alerte sur des failles de sécurité potentielles qui pourraient entraîner des problématiques justement d'intrusion et de violation de données. Personnelles évidemment puisque c'est l'objectif de la mise en conformité, mais en général dans un serveur, il n'y a pas que des données personnelles. Ensuite, il y a une première mise en place d'un registre qu'on appelle, enfin que j'appelle moi le registre initial, suite à tous ces entretiens et à toute cette réflexion. Une mise en place donc de recommandations et d'alertes, un plan d'action qui se fait avec le responsable de traitement et les personnes concernées, souvent la DSI ou équivalent si c'est externalisé également, les gens qui s'occupent du système d'information et des serveurs, et etc. Donc voilà, un plan d'action, gestion des priorités. Et puis ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle la conformité dynamique. Alors en fait, on la démarre au début, hein, mais une fois qu'on a un registre initial, on est quand même tranquillisé dans la capacité de répondre à un contrôle ou à des audits, hein, particulièrement pour les sous-traitants qui dépendent de donneurs d'ordre, qui de plus en plus demandent des audits en fonction des activités. L'identification des partenaires, peut-être la mise en place aussi d'encadrement avec les partenaires historiques, où il y a peut-être pas eu ce travail de fait pour s'assurer que tout le monde est bien synchro sur, les problématiques de conformité. Toute la partie façade juridique, hein, dont on entend beaucoup parler, qui se fait jamais, tout au début d'une mission parce qu'en fait une façade juridique, c'est expliquer ce qu'on fait et être en capacité de le prouver, donc c'est un petit peu absurde de démarrer par ça alors qu'on ne sait pas du tout où on en est. Et puis, la gestion des droits, de vos usagers, de vos consommateurs, de vos utilisateurs et utilisatrices de services ou d'achat de produits, et cetera. Donc ça, c'est une partie aussi qui est un petit peu, urgente à mettre en place. Et une fois que tout ça c'est fait, ben, on va travailler je dirais dans le fond, dans l'exigence, dans une conformité de plus en plus, d'excellence, proche des pratiques, pouvoir éventuellement transformer certaines pratiques, avec délicatesse, et diplomatie. Voilà, c'est un petit peu le travail. Après, il y a des audits obligatoires annuels des traitements. Quand on est dans une conformité dynamique, on travaille un peu les traitements, de façon continue, mais on a une obligation d'audit annuel et de remise à niveau de tous les changements, et cetera. Le DPO externalisé va également être le point de relais en interne des gens qui se posent des questions, des partenaires qui posent des questions, éventuellement des personnes concernées qui posent des questions ou qui veulent exercer leurs droits, pardon. Et ça va être aussi également, la personne qui va accompagner le responsable de traitement ou représenter le responsable de traitement, dans un cadre, d'audit, externe de partenaires, de clients ou de sous-traitants, et aussi qui sont souvent, des audits, plus d'amélioration que de contrôle. Et puis, il y a quand même quelques audits de contrôle, y compris de donneurs d'ordre, de clients ou de sous-traitants pour valider, un contrat, une prestation, une collaboration commerciale. Et puis bien entendu, et je ne le souhaite à personne, mais ça arrive quand même, des audits de la CNIL, qui se font, sous 3 formes différentes, la dernière étant la plus contraignante et celle qu'il faut vraiment éviter, et je pense pas qu'une personne non formée l'évite, comme ça. Il y a des robots, hein, qui viennent interroger
les outils numériques, accessibles pour identifier de potentielles non-conformités. Ils vont les vérifier en demandant des pièces, donc c'est là que mieux vaut avoir quand même déjà un registre initial et une capacité à répondre à des demandes de pièces, sur des mesures de sécurité mises en œuvre ou à mettre en œuvre, des plans d'action et cetera. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le contrôle, sur place. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez handicapant en termes de production, très énergivore en termes de compétences et de personnes qui doivent être mises à disposition. Et si on n'a pas pris de DPO externe, ça risque aussi d'être très très impactant en termes de finances parce que la CNIL ne fait plus trop dans la gentillesse et dans il y a ça qui va pas, vous avez 2 mois pour le faire, c'est il y a ça qui va pas, vous avez 2 mois pour le faire, mais entre temps vous avez quand même une sanction. Et si c'est pas fait dans 2 mois, elle sera supérieure. Il y a aussi accessoirement que le DPO externe vous permet d'avoir des sanctions moins importantes si vraiment vous êtes dans des non-conformités qui n'ont pas été mises en valeur. Donc voilà comment ça se passe et voilà comment ça marche surtout et à quoi sert le DPO au quotidien pour l'organisation. Accessoirement, il peut aussi former dans le temps de l'externalisation une compétence interne qui pourra ensuite prendre le relais si vraiment l'organisation souhaite internaliser la fonction à terme. Voilà comment ça marche.